c'est vous qui me dites, hein. En fait, je vous suis. Alors effectivement, j'ai pris des notes, je ne suis pas du tout exercée à cet exercice, parce que normalement, c'est moi qui le demande aux autres. Voilà, donc du coup, j'ai essayé de faire aussi bien que ce que j'attends habituellement lors de notre propre rencontre. Je vais enlever mon masque pour la respiration. Du coup, ce que j'ai pensé, c'est faire une synthèse assez courte, mais surtout, en fait, utiliser cette comparatif entre ce que vous avez présenté aujourd'hui sur votre territoire et puis moi, ce que je connais de mon territoire, qui est la Loire, et je trouvais que c'était intéressant de faire ce comparatif. Donc, sur la première session, déjà, ce qui saute à la figure, mais ça, c'est pas nouveau, c'est la complexité de la gestion des poissons migrateurs. C'est multi-échelle de gestion. On a une grande capacité en France à empiler les textes, les programmes, tout ce qui régit en fait la réglementation. Et c'est vrai qu'on a vu au travers des exposés qu'on s'y perd un peu en fait, hein, avec certaines structures même qui ignorent l'existence du Plagépomi, qui est a priori le document de référence sur les poissons migrateurs. Donc ça m'a semblé vraiment important de le souligner. Il y a aussi la multiplicité finalement des pressions qui s'exercent sur ces poissons, qui fait que c'est difficile, mais on a aussi une grosse tendance chez nous à rejeter la faute. C'est toujours à cause de l'autre. C'est jamais moi qui suis en tort, et finalement, si ça se passe mal, c'est pas vraiment de ma responsabilité. Et également, quelque chose qui m'a frappée, c'est que finalement, on n'est pas capable de se dire on va gérer ces espèces simplement pour leur préservation. Et derrière, il y a toujours une notion de si elle n'est pas utile, finalement, à quoi ça sert tout ça, quoi. Voilà. Donc ça m'a aussi un peu noté. A contrario, j'ai été assez surprise de ce que j'ai entendu sur le plan Rhône. Ça me semble être quelque chose d'assez ambitieux. J'ai moi en comparatif le plan Loire avec des volumes financiers qui sont beaucoup, beaucoup moins importants. Donc effectivement, j'ai été étonnée. Alors vous faites aussi des beaucoup, beaucoup plus gros barrages. Donc en fait, je pense qu'il y a une espèce de proportion en fait entre les coûts et ce qu'il faudrait faire. Mais j'avoue que ça m'a assez surprise. J'ai compris qu'il y avait donc 11 obstacles de prévus là, dans les 5 prochaines années, donc il y a du temps, qui se rajoutent aux 67 déjà réalisés, donc ça me paraît pas mal. Avec l'assurance de la montaison, par contre, j'ai retenu dans l'ensemble des présentations toujours cette problématique de dévalaison. On a beaucoup, beaucoup pensé à faire monter les poissons. On a très peu pensé à les faire descendre au final. Et cette thématique de la dévalaison est assez récente finalement. Voilà, avec quelques remarques. Effectivement, pourquoi les faire monter si on ne leur garantit pas finalement la descente? Et la question peut légitimement être posée. Ce constat, il est malheureusement présent dans tous les bassins versants français. C'est le gros commun qu'on a tous ensemble. On a beaucoup œuvré pour la montaison et on n'a pas beaucoup œuvré pour la dévalaison. Ça me manque un peu de bon sens parfois. Voilà, donc ça c'était une remarque. Je m'interroge également sur l'ensemble du territoire méditerranéen. Donc on a parlé du plan Rhône, j'ai trouvé ça superbe. Puis après je me suis dit, mais ils sont comme nous, ils ont beaucoup de côtiers. Comment ça se passe sur leurs côtiers? Et ils sont nombreux, ils sont assez vastes. Nous, en fait, sur la Loire, on a résolu notre problème. Dans notre plan Loire, on a intégré les côtiers. Les côtiers vendéens y sont. La Sèvre niortaise, elle y est. Et ça permet à la fois d'avoir une synchronisation entre notre Plagépomi et notre plan Loire, mais également de labelliser tout ce qui est fait sur ces côtiers, avec ce caractère. Nous, c'est plan Loire grandeur nature, s'il vous plaît. On a vraiment une labellisation d'un retour et de la restauration vers le milieu. Je me suis dit, alors nous, on en est à notre 5e. Vous en êtes à votre 3e, 4e, pardon. Ouais. Peut-être penser pour le prochain, je sais pas, étendre votre territoire et puis englober ces côtiers de façon à leur donner un petit coup de pouce. Ça me semblait intéressant. J'ai appris de votre Plagépomi quelque chose d'assez intéressant. Vous avez la fameuse zone d'action prioritaire, comme nous tous en France, mais vous en avez rajouté une zone d'action à long terme. Ça m'a intriguée et je me dis c'est très malin, parce que ça permet de ne pas oublier en fait les abondances passées ou les populations relictuelles, et de se donner des ambitions à plus long terme, c'est-à-dire
on ne va pas simplement se contenter de préserver l'existant, mais on va avoir une stratégie à long terme de reconquête, en fait, de regagner du vivant. Et ça m'a semblé vraiment un point intéressant, c'est regarder un peu dans le rétroviseur ce qu'on avait, et puis finalement nous donner des ambitions pour l'avenir en disant on va essayer de gagner du terrain. Et je l'ai vu dans le plan Rhône avec vos différents plans. On voit que sur le Rhône, d'année en année, vous allez essayer d'aller le plus haut possible. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Nous, sur la Loire, par exemple, aujourd'hui, sur le saumon, on joue sur un tout petit carré. On nous a laissé 24% du territoire. Tout le reste, pour le saumon, c'est condamné. On ne l'aura plus jamais. C'est des infranchissables et la question ne se pose même pas. Et donc, effectivement, je me dis, si on avait eu une zone d'action à long terme, peut-être qu'on aurait envisagé de lui redonner un peu plus que 24% de son territoire. Et finalement, peut-être qu'on aurait eu un espoir d'avoir les fameuses abondances passées du saumon de Loire dont tout le monde parle. Là, il y a un moment, il faut être conscient sur la Loire. Nous, ça, c'est foutu. Avec 24%, on ne pourra pas faire autant qu'avec 100%, quoi. Il y a un moment, c'est mathématique. Voilà. En conclusion de cette session et en réponse notamment à Ava Hervieux, il semble que l'information sur les leviers réglementaires et puis la cohérence de tous ces programmes tient beaucoup dans la mutualisation de l'information, qu'elle soit ascendante et descendante. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. La connaissance de tous ces outils financiers, de tous ces programmes réglementaires et qui convergent finalement, si on regarde tous à travers tous ces textes, vers une restauration des milieux. Et je me dis là qu'il y a peut-être une vraie stratégie pour le PNMA, de faire du lien et de la communication dans tous ces étages, dans tous ces textes, de façon à ce que l'information puisse transparaître de tout là-haut jusqu'au contrat territorial très précis, voire parfois des choses encore plus précises comme les plans des communes ou des choses comme ça. Et je pense que là, on a vraiment besoin d'informations transversales. Voilà. Donc sur la continuité, rares sont les projets de démantèlement, ce n'est pas un scoop. Moi, j'ai tendance à dire parce que en fait, l'homme est un bâtisseur. Il n'aime pas déconstruire, tout simplement. Voilà, ce qu'il a construit, il y tient et il y tient fermement. Comme le montre la cellule, en fait, il faut surtout rien changer. Et puis, même un usage qui semble assez, finalement succinct par rapport à l'ensemble de la problématique, ça peut vite fait mettre du sable dans le rouage. Et ça semble quand même assez surprenant. Par contre, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a un autre exemple qui est le Leguer, où ils ont fait une très très forte communication en amont de ce démantèlement. Ça s'est très très bien passé et vous pouvez interroger les riverains aujourd'hui du Leguer. Ils sont d'une fierté inimaginable sur les travaux qui ont été réalisés. Donc je pense que là aussi, pour que le mot arasement ne soit plus un tabou, je pense qu'on a besoin de communiquer sur ce que ça veut dire, ce que ça fait, les conséquences de ces opérations et finalement l'appropriation de ce type de démarche. Alors quand la construction de la passe à poissons s'est pris comme finalement la solution d'atténuation, ce que je vois aussi, c'est qu'on a tendance à oublier les postulats de départ. On a pris cette solution, mais on sait que même le meilleur des dispositifs, finalement, ça ne remplace pas une libre circulation. Et surtout, on n'a pas du tout pensé aux sédiments quand on a fait ce genre d'action. Avec 70 à 90% au mieux d'efficacité, attention sur un axe donné à la multiplicité de ces ouvrages. Forcément, on en perd à chaque ouvrage, que ce soit en retard ou que ce soit carrément des candidats qui disent « ça va bien, moi au bout du 20e, je m'arrête ». Donc effectivement, il faut faire attention à cette multiplicité d'ouvrages sur un axe. Et puis, on l'a très très bien vu aussi, un ouvrage non aménagé, à lui seul, ça peut condamner un axe entier en fait. On a super bien travaillé en amont, on a aménagé tous les ouvrages là-haut, et puis il y en a un qui est en milieu de course, voire même carrément en aval, et il condamne l'ensemble de l'axe, et finalement c'est une perte, alors qu'en fait on est à la porte d'une réussite, à la porte d'une reconquête, et il suffit d'un ouvrage pour que patatras, on se retrouve au point zéro. Donc ça me semble aussi important à souligner. Alors, s'il faut rassurer sur les équipements d'atténuation, la science a avancé, et elle avance d'ailleurs encore, on l'a vu aujourd'hui, on est en perpétuelle recherche sur ces thèmes-là. Donc maintenant, en fait, on connaît très très bien les exigences comportementales des espèces, leur capacité de nage, leur comportement. On avance aussi sur la dévalaison, avec notamment les grilles. Il y a quelques années de ça, on était à 70 mm de barreaux. Forcément, tout le monde passait, et passait par les turbines. Maintenant, on est descendu.
la norme entendue, on en était à 20. Maintenant, beaucoup de gens consciencieux descendent à 15 mm, et je l'ai entendu de la CNR, je crois que vous êtes à 15. Et puis nous, sur la Loire, on a EDF, on est passé à 12. Donc comme quoi la technologie avance et qu'on est en capacité de le faire. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on sait diminuer l'écartement des barreaux. Et dans ces cas-là, le poisson, il prend l'exutoire de dévalaison en place des turbines. Et c'est beaucoup mieux pour la population. Voilà. Donc après, un autre constat que j'ai vu, c'est que ces aménagements-là, parfois, ou assez souvent, pâtissent d'une stratégie du moins faisant. On va réduire le nombre d'espèces prises en référence. Historiquement, il n'y en avait que pour le saumon en Bretagne. Et en fait, on réalisait les travaux et les aménagements uniquement pour cette espèce-là. Et puis finalement, le dimensionnement de ce dispositif de montaison spécifié comme ça sur une espèce, ça programme son obsolescence. Oui, au bout de 10 ans, on se rend compte que finalement, ici, il y a d'autres espèces qui vivent. Il y a des lamproies, il y a des aloses, et puis c'est pas de chance, mais elles n'utilisent pas ce type de dispositif. Donc au final, elles sont coincées. Ce qu'on a fait, il faut casser, il faut refaire, et ça coûte très cher. Donc, partant, en fait, si j'écoute bien Gaëlle, elle nous a dit hier que l'homme bâtit, et il bâtit durablement. Tout ce qui est génie civil, ça tient la route, ça tient bien. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas à construire bien d'entrée de jeu, en prenant un maximum d'espèces et en faisant un aménagement qui correspond à tous et dont on sait qu'il va être durable, puisqu'on a vu, certaines passes ont maintenant 30, 40 ans, et elles sont toujours là. Donc ça veut dire que si on construit bien une fois, finalement, on est capable de la garder durablement. Donc voilà, je me disais, pourquoi pas encourager les démarches de bien faire, pas vraiment de compromis, on prend toutes les espèces en présence et on essaie de répondre à tous. On apprend que sur la tête, la recolonisation par la lauze et l'anguille, ça a été immédiate après les aménagements. C'est chouette, les migrateurs, ça répond de suite. On leur ouvre la porte, ils arrivent. Et on a ça partout en France, dans tous les cas de figure, dès lors qu'on a fait des aménagements. Les migrants migrateurs ont été présents dès l'année suivante, voire nous, on a eu le cas sur Poutès, ils n'ont même pas attendu 4 mois pour faire une première frayère dans l'ancienne retenue. Voilà, donc il y a une réactivité de ces espèces qui est immédiate. Alors c'est chouette, parce que c'est vrai que, par ailleurs, Eric l'a souligné, c'est long, les cycles de vie, on en prend pour 7 ou 10 ans. Donc ce qu'on fait maintenant, il faut attendre pour que la population dans son ensemble aille mieux. Par contre, d'un point de vue de la migration, quand on fait bien maintenant, on voit la réponse demain. Donc ça, c'est encourageant en termes de gestion, me semble-t-il. Gaëlle et puis Angéline ont souligné quelque chose qui m'apparaît important, c'est qu'on a une fameuse tendance à oublier que quand on a construit une passe, une fois réalisé, en fait, le boulot, il n'est pas fini. C'est un asservissement à vie. Il faut une attention de tous les instants. Il faut s'assurer que ce dispositif, finalement, il fonctionne bien. On est bien en place de l'arasement. Donc, il faut que ce dispositif il fasse le boulot et qu'il fasse le boulot dans la durée. Et puis, du coup, il faut fixer les règles dès le départ, c'est-à-dire quand est-ce que j'y vais, avec quelle régularité, quels moyens je mets sur cet entretien, de façon à m'assurer que ma passe soit un bon outil. Alors, à la question du comment, comme vous savez, nous, Logrammy, on a réfléchi, on a proposé un outil qui s'appelle GPAP. C'est un outil qui permet à chacun, en fait, de se responsabiliser sur cette démarche-là. Et donc, peut-être que cette prise en compte de l'importance de l'entretien, dans un choix de mise en place d'un dispositif de franchissement, ça doit peser dans la balance. On doit le prendre dès le départ, en fait. On a pris cette solution-là, et bien, il faut l'assumer, et il faut l'assumer dans la durée. Donc, en conclusion de cette partie, je donnerai qu'un conseil aux gestionnaires, aux propriétaires d'ouvrages et aux services de l'État. Visez l'excellence. Vos solutions, elles seront simples et elles seront durables. Comme ça, la chose, elle sera traitée. On a vu aussi dans les exposés que, et c'est une phrase que j'aime beaucoup à dire, à plusieurs cerveaux, on réfléchit mieux. Prendre un programme et un aménagement avec un comité de pilotage composé de personnes compétentes, de l'OFB, des associations migrateurs, des fédérations, et de le faire dès le départ du projet, permet de mettre le doigt sur le petit détail qui fait la différence,
la hauteur de bassin qui n'est pas tout à fait au rendez-vous, les attractivités qui ne sont pas au bon endroit, et qui permet finalement que le projet soit le succès auquel on attend en termes de continuité. Et donc je vous encourage à chaque projet à essayer de le prendre très en amont et pas au moment de l'instruction, parce que c'est toujours trop tard. Et puis des structures comme les nôtres, quand on arrive au moment de l'instruction, ben, on est toujours l'empêcheur de tourner en rond, parce qu'on a toujours des choses à redire. Et qu'en amont, si on est sollicité, ben, finalement on est plus performant dans le projet. Il sort en étant réaliste et réalisable. Alors sur les lagunes, mais alors mon étonnement d'apprendre que vous les connaissez si mal. Elles sont importantes, c'est des territoires incroyables, et finalement vous avez ici une assez grande méconnaissance de ces territoires. J'étais vraiment surprise. Votre travail, il est indispensable, mais indispensable, c'est incroyable que vous n'ayez pas démarré ça plus tôt. Effectivement, c'est une capacité d'accueil très très importante et un territoire qui aujourd'hui, on le voit, a un enjeu aussi au niveau qualité de milieu, parce que face aux grands axes, j'allais dire, chargés en PCB ou autres, des territoires de marais ont potentiellement, eux, des atouts de ce point de vue-là. Je vous encourage à aller dans cette voie. Bon, vous avez trouvé un appui sérieux avec le Forum du Marais Atlantique. Clairement, je vous invite à faire un partenariat très fort avec cette structure. Ils ont de l'antériorité, ils ont de très grandes compétences, donc continuez avec eux l'aventure parce qu'ils vont vous guider sur un chemin qu'ils connaissent eux très bien. Je vous ai conseillé hier en discussion un groupe de travail avec les propriétaires. Alors oui, c'est un peu tôt pour vous. Peut-être travailler modeste, c'est-à-dire avec les propriétaires dont les ouvrages sont les plus proches à la mer. Et déjà dynamiser ces premiers ouvrages et comprendre comment on peut aboutir à une gestion raisonnée de ces ouvrages. Lorsque la gestion elle a vocation à la faveur de la biodiversité, et notamment en modifiant les usages et fonctionnements d'avant, les suivis, comme ceux qui sont effectués par la Tour du Velat notamment, c'est essentiel pour guider la gestion. On est dans des modifications de territoire, en fait, d'usage de ces territoires, et on a besoin de données pour comprendre comment se passe la nouvelle colonisation sur ces territoires, comment les espèces réagissent. Et donc, effectivement, on a vraiment besoin de suivi assidu. Donc, sur la dernière session, alors j'ai fait à la volée, puisque c'était tout à l'heure, donc j'ai pas eu le temps de me poser. Rassurez, ça y est, on s'intéresse à la dévalaison. Ça y est, c'est une thématique qui est prise et qui a même sa session à elle toute seule, donc c'est formidable. Ce que je vois aussi, c'est que les études qui sont entreprises sur cette thématique, elles ont deux vocations profondes. La première, c'est mieux comprendre les processus, finalement, pour estimer les abondances, quoi. On est à la sortie de ces poissons, et il y en a combien, au final, à la sortie. Et puis, il y a aussi réfléchir à des mesures d'arrêt de turbinage pour arrêter ces mortalités au moment crucial de l'espèce, quand il n'y a pas d'autres solutions qui ont été mises en place. Donc, les études qui sont présentées montrent la constance comportementale de l'anguille. Elle adore les temps tout pourris, et surtout les premières crues d'automne. C'est sur l'ensemble du territoire la constante indéboulonnable de cette espèce. On cherche à mieux comprendre pour mieux gérer. Et ici, dans cette session, ça a vraiment pris tout son sens. Enfin, c'était vraiment l'élément qui m'a marqué. On décortique le comportement, on essaie de comprendre des questions fondamentales. Quand est-ce qu'elles partent ? Par où elles passent, et puis dans quel état elles s'en vont. Et donc ça me semble vraiment effectivement des choses intéressantes. Et encore une fois, alors peut-être parce que c'est une espèce que je connais particulièrement bien, oui, l'anguille, super fidèle, mais incroyablement à son site de résidence, quand elle est en phase immature, j'allais dire presque casanière, quoi. C'est vraiment, et on l'a vu dans toutes les études qui ont été présentées, elles ont leur petit territoire, elles ne bougent pas. Par contre, dès lors qu'elles ont décidé de dévaler, on l'a vu aussi dans les études, ça file à la mer au plus vite possible. Et puis on a vu un peu perturbé parfois au niveau du passage, faut s'en remettre. Quand on a passé un barrage, c'est un peu dur. On fait une petite halte, mais finalement, on peut repartir. Et puis un processus intéressant, peut-être exploratoire, mais on peut voir que aussi on peut les contraindre avec ces fameuses barrières électriques, les faire passer finalement là où on préférait qu'elles passent. C'est peut-être pour elles une solution.
L'ensemble de ces connaissances, ça donne toutes les clés en fait, pour aboutir à des questions d'urgence sur les ouvrages qui ne sont pas équipés aujourd'hui pour la dévalaison. Donc je pense que ça peut porter ses fruits. Moi, j'ai un exemple sur la Mayenne, au niveau d'un affluent de la Loire. On a réalisé des arrêts de turbinage. Alors, il y en a un qui va s'y retrouver. 4 premiers pics d'automne pendant 5 jours de rang. C'est statistique. Moi, je l'avais fait à l'époque, moins mathématique, mais ça marchait quand même. On a fait ça dès 2009 et pour 21 usines. Donc, elles étaient arrêtées systématiquement grâce à Vigicru sur ces périodes-là. 10 ans après, toutes les turbines de cet axe sont aménagées avec des turbines éco-durables et on a levé au fur et à mesure les contraintes sur ces ouvrages. Au fur et à mesure des aménagements, les gestionnaires n'avaient plus à réaliser ces arrêts de turbinage. Et donc vous voyez que 10 ans après, les 21 ouvrages sont traités. Maintenant, la Mayenne a la dévalaison pour l'anguille. Ça se passe plutôt mieux. Voilà. J'ai entendu aussi une alternative intéressante qui s'intéresse aux différents passages. Bypass ou par abaissement, notamment au niveau de la lame d'eau. Pourquoi pas, finalement? Et oui, c'est vrai que c'est une solution qui n'a pas toujours été explorée. Ça mériterait d'être encore plus détaillé. En tout cas, tout ça, ça révèle qu'il y a une solution et tout un ensemble de solutions qui sont prêtes, qui sont opérationnelles. C'est très encourageant, notamment pour augmenter la survie à un moment clé de ces espèces. Je disais encore, on avait beaucoup pensé à la montaison, on pense à l'habitat, et puis finalement, on oublie l'essentiel, c'est que ces petites bêtes, il faut qu'elles repartent en mer pour se reproduire. Et donc là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Un petit bémol, Eric nous rappelle que la qualité des futurs reproducteurs, ça ne doit pas être négligé. Et ça, c'est en lien avec nos milieux continentaux. Il faut préserver nos qualités d'eau. Il faut aller vers de l'eau de plus en plus, on va dire, acceptable pour ces poissons qui ont la fâcheuse tendance à tout accumuler dans leur graisse. Et en plus, pour les femelles anguilles, elles larguent ça dans leurs œufs. Donc en plus, elles donnent un joli cadeau à la génération future. Donc voilà. Donc c'était les conclusions des rencontres. J'ai trouvé ça extrêmement enrichissant, évidemment. 40 000 autres questions, mais je les poserai individuellement. Et je vous remercie à tous. J'espère que ma synthèse vous a convenu. Merci beaucoup, Aurore. Donc, on va conclure cette 7e édition. J'invite Franck Pressia et donc le président de MRM, Luc Rossi, à rejoindre la tribune. Donc merci. Alors, juste, on va procéder donc à la clôture de ces journées. Je voudrais excuser notre président national et d'autres élus qui aujourd'hui, je devrais être avec eux, siègent au comité de bassin. Donc voilà pourquoi on n'est pas, je dirais, ils ne sont pas là. Bon, mais remercier M. Pressia pour son intervention, sa future intervention. Je voudrais donc remercier Aurore Brézel aussi, là, qui vient de nous faire une synthèse, qui était au pied levé. Donc, messieurs les présidents de fédération de pêche et les représentants, chers collègues, mesdames, messieurs, je suis heureux des échanges et débats suscités lors de ces 2 journées. Je remercie tous les intervenants pour la qualité de leur présentation qui ont grandement contribué à la réussite de ces journées migrateurs. Ce que je note avant tout, c'est la représentativité de tous les acteurs de la problématique des migrateurs. Que ce soit les institutionnels, le monde associatif, le monde de la recherche et les bureaux d'études, les industriels, les collectivités territoriales et locales, toutes les parties intéressées étaient présentes et ont pu s'exprimer. Ceci démontre largement le rôle et le nécessaire dynamisme des acteurs de service au service des politiques de ces espèces et des territoires. Certes, si l'on se penche de près sur les résultats, ils ne sont pas toujours à la hauteur de ce que nous espérons pour nos espèces. Une anguille classée en danger critique d'extinction, une lamproie marine à l'état de relique sur notre bassin et les populations d'aloses pas aussi abondantes que nous le souhaiterions.
Mais pour cela, il faut reprendre les propos de Marc Zimmerblatt de la CNR dans sa synthèse des Journées migrateurs 2017. Ici même, c'est aussi utile de poser son regard sur le rétroviseur que de regarder ce qui a été fait. Il est vrai que chaque année, on peut se dire on progresse peu. Mais quand on regarde derrière, il y avait 25 ans, il n'y avait rien. Il a fallu de longues années pour faire un état des lieux. Avant les années 2000, il n'y avait pas réellement de réglementation. C'était plus un travail partenarial. Le contexte institutionnel s'est clarifié et en est devenu plus lisible et plus cohérent, comme en témoignent les liens faits entre le stage plagé-pommier et le plan de gestion de l'anguille. La réglementation a permis un stade au-dessus, avec les listes 1 et 2, et donc les choses avancent progressivement, tout du moins en ce qui concerne le rétablissement de la continuité écologique. Au-delà de la restauration de la continuité écologique, les suivis et les actions des connaissances restent essentielles pour l'acquisition des données. Ces actions nous permettent de mieux mesurer, certes, mais aussi de mieux les piloter. La gestion des poissons migrateurs est un vrai challenge. Nous travaillons avec le vivant des poissons, parfois mal connus et soumis dans les milieux à de grands changements, parfois non maîtrisables. L'avancement des réflexions et des travaux est variable selon les territoires. L'appropriation locale des enjeux migrateurs est souvent difficile, car ces enjeux sont souvent confrontés à de multiples enjeux de territoire, maintien de nappe, protection hydraulique, gestion des inondations, usage agricole, industriel, tourisme, patrimoine, économie et société, dont on connaît pour certains le caractère prioritaire. Je souhaiterais enfin aborder la question des financements car elle reste majeure. Si l'État a certainement réaffirmé le rôle majeur de nos associations dans la mise en œuvre des plans de gestion des poissons migrateurs, l'institutionnel ne suffit malheureusement pas. Les aspects financiers sont souvent limitants. Les pêcheurs seuls ne peuvent pas tout assumer. Le programme d'action de notre association repose sur les engagements de nombreux partenaires et il faut les citer, parce que c'est très important, dont l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, notre Fédération nationale de la pêche en France, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence, Alpes-Côte d'Azur, les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard, du Vaucluse, de la Drôme, des Alpes-Maritimes ont été rejoints dernièrement par l'Aude et l'Hérault. La mairie d'Arles, la Compagnie nationale du Rhône, EDF, la DREAL Rhône-Alpes, dont on souhaiterait un peu plus d'investissement au regard des missions qui nous est confiée par l'État. Il ne tient qu'au désengagement d'un d'entre eux pour rendre la pérennité des MRM fragile. Et on sait que depuis plusieurs années, la région Occitanie s'est complètement désengagée des actions menées sur son territoire. Et là, par contre, on va essayer de rencontrer la présidente et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Voilà. Donc, je tenais à vous remercier tous pour, je dirais, l'ensemble de votre présence et de vos participations. Et je vous donne un rendez-vous en 2023 pour les prochaines journées poissons migrateurs. Monsieur le président des MRM, mesdames, messieurs, chers amis, alors je vais me livrer à un exercice où je suis vraiment pas à l'aise, mais j'en suis très honoré néanmoins. Je suis vraiment fier de clôturer ces journées MRM 21, auxquelles s'associe, alors même s'ils ne peuvent pas être là, notre directoire, c'est-à-dire Madame Bory-Bancel, donc qui va remplacer Madame Hérault. On attend la validation par le président de la République. Elle a été auditionnée par l'Assemblée nationale, par le Sénat, mais j'allais dire proposée à l'unanimité. Donc tant qu'elle n'est pas nommée officiellement, elle est directrice générale, comme Monsieur Français et Monsieur Lullier. Je tiens aussi à associer Pascal Albagnac, qui est le directeur territorial CNR Rhône-Méditerranée, qui ne peut pas être là non plus. Mais Romain Brusson représente fièrement la CNR locale. Alors CNR est un des partenaires historiques des MRM. On vous soutient, on travaille avec vous depuis près de 30 ans. 30 ans, c'est énorme. 93, ça faisait 2 ans que j'étais à la CNR. Et Marc Zilberblatt est arrivé quasiment dans le même temps et a été aussi un des
un des acteurs de ce rapprochement. Et donc, on travaille tous là ensemble sur le suivi, la gestion des grands migrateurs sur le bassin du Rhône, et c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai trouvé ces journées passionnantes, riches de retours d'expérience. La synthèse très pertinente qui en a été faite, je trouve, répond vraiment à tous les éléments qui ont été posés. Et on voit aussi que ces actions pour les grands migrateurs sont forcément partenariales. Chacun de notre côté, on ne sait pas faire tout seul. Et j'allais dire, c'est ensemble, financièrement, techniquement, institutionnellement, et de manière très opérationnelle. Donc je tiens à vous exprimer la satisfaction, la mienne déjà, puis celle de CNR d'être associée à ces journées. Et je remercie très chaleureusement, mais vraiment, très sincèrement, toute l'équipe MRM qui se défonce pour ces journées, mais aussi pour les migrateurs. Et puis pour toutes ces actions depuis quasiment 3 décennies. Je profite de cette tribune pour remercier toute l'équipe de Filmatic. Alors certes, c'est nous qui les avons mobilisés, mais c'est aussi dans une démarche partenariale. Ils ont assuré la captation de l'intégralité des sessions. Ça sera accessible en replay dans quelques jours. J'ose espérer sur les sites MRM, sur le nôtre. Et puis je les remercie aussi pour l'animation autour des casques dits immersifs qui, je pense, ont été une expérience assez sympa et qui pour moi, sont aussi des outils qui vont permettre à des gens qui sont plus éloignés du fleuve de le découvrir. Et peut-être que des jeunes qui sont plus habitués au virtuel, ils testeront ça, puis ça leur donnera envie d'aller mettre un peu les pieds au bord du Rhône, au bord des rivières, et de passer du virtuel au réel, parce que c'est un peu mon leitmotiv, mais on protège bien que ce qu'on connaît bien. Et donc les jeunes, il faut arriver à les accrocher avec des moyens qui, avant, on nous emmenait au bord de l'eau. Maintenant, on essaye de nous... Il faut peut-être leur mettre un casque sur la tête pour qu'ils voient ce qu'il y a un cours d'eau, puis après, on les embarque au bord de l'eau. Alors CNR, on est producteur d'une électricité intégralement renouvelable. On est porteur d'un modèle redistributif qui est quasiment unique au monde. Et on est engagé dans un exercice complexe. Il nous faut à la fois concilier la transition énergétique, faire plus d'énergie renouvelable, et la transition écologique en faisant mieux par rapport à l'écologie. On est quand même dans une phase où on va avoir une indispensable augmentation de la production d'énergie renouvelable et qui doit aller de pair avec une préservation et une restauration de la biodiversité. Pour le vivre au jour le jour, c'est super compliqué, cette double injonction. Et il faut, j'allais dire, une énergie de folie pour essayer de rabouter tout ça. Nos engagements environnementaux se déclinent notamment sur les migrateurs, la continuité écologique, au travers de nombreux projets de restauration écologique, des restaurations de tronçons du Rhône, des marges alluviales. On construit de nouveaux ouvrages, on améliore des ouvrages existants, mais on fait aussi des suivis. Alors suivi de montaison, d'évalaison, des anguilles par exemple, des suivis vidéo par vidéocontage de certains de nos ouvrages, et puis tout un tas d'autres actions qui sont portées sur l'ensemble du fleuve, quasiment tout le temps en partenariat avec d'autres équipes, qu'elles soient techniques, opérationnelles, scientifiques. Il ne faut pas oublier aussi, j'allais dire, les contributions financières. Nos contributions sont considérables. Sur les plans quinquennaux actuels, on est de l'ordre de 35 à 40 millions d'euros sur 5 ans fléchés sur des actions de biodiversité qui viennent contribuer à des cofinancements plus larges des différents autres acteurs, et notamment l'Agence de l'eau, EDF, l'Union européenne, tout un tas. Ça fait en gros plus de 100 millions d'euros investis tous les 5 ans dans des actions de gestion, de protection, de restauration, des suivis. Nos engagements, nous, CNR, qu'ils soient techniques, opérationnels, financiers, depuis plusieurs décennies, vont aller croissant dans le cadre de la très attendue prolongation de concession du Rhône. Alors, on espérait que ça soit signé. Ce qui est très dépendant de cette prolongation de concession, c'est les engagements financiers futurs. C'est-à-dire que les programmes de mission d'intérêt général vont évoluer vers des schémas directeurs, grosso modo avec les mêmes volumes financiers globaux, de l'ordre de 160 à 165 millions d'euros par plan quinquennaux, avec une très grosse partie fléchée sur des actions environnementales et écologiques, dont une partie sur les migrateurs. Tant que ça, c'est pas signé, on reste sur le plan des missions d'intérêt général actuel. Espérons que ça puisse se débloquer, parce que ça ouvrira vraiment la porte à des projets très ambitieux pour la biodive. L'ensemble des actions des acteurs en charge de la question migratoire à l'échelle locale, nationale, internationale produisent des résultats positifs, on l'a vu, mais la situation reste très, très préoccupante. Notamment la nécessité de travailler sur les liens mer, lagune, cours d'eau,
sur tout ce qui tourne autour de la prédation par les invasives. Moi, j'ai vraiment un sujet qui m'interpelle, c'est l'effet silure, et notamment dans ou à proximité de nos passes à poissons. Il va falloir qu'on aille regarder ça de plus près, parce que si on investit des dizaines de millions d'euros dans des ouvrages de franchissement et que les poissons sont mangés en grande partie par certaines espèces, ça va être compliqué. Donc notre boulot de gestionnaire de fleuve, c'est aussi d'aller regarder ce qui se passe, mais on n'ira pas tout seul. Il faut qu'on puisse y aller, j'allais dire, en associant les pêcheurs, les scientifiques, parce que la question est vaste et elle est loin de faire l'unanimité. En tout cas, il ne faut pas mettre la tête dans le sable, il faut aller regarder ça. Et puis, c'est aussi toute la réaction des espèces et des habitats au changement climatique. On n'en a quasiment pas parlé là. Je pense que c'est vraiment un sujet de fond. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire s'appuie sur des débits. Si les débits changent, si la thermie change, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nos ouvrages de franchissement ils vont toujours être fonctionnels? Voilà. Donc là, je pense qu'on a vraiment des questions à aller regarder. Et puis, pour quand même garder quelque chose de positif, parce que voilà, on est quand même sur une démarche positive, c'est qu'en œuvrant pour la sauvegarde et le développement des poissons migrateurs, pour la continuité piscicole, sédimentaire, on l'a rappelé, et plus largement pour la restauration écologique du fleuve, nous affirmons tous, alors nous CNR, mais aussi tous les partenaires avec qui l'on travaille, notre ambition commune d'œuvrer maintenant. Moi je trouve que c'est important, c'est de dire on œuvre maintenant pour les générations actuelles, mais nos actions de maintenant, elles vont aussi permettre de transmettre aux générations futures, j'espère, un fleuve vivant, préservé, au sein de territoires dynamiques, accueillants et valorisés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dissocier la partie écologique de la partie économique, socio-économique. Et voilà. Et donc je vous remercie à la fois pour votre attention. Je vous souhaite un très bon retour après ces 2 journées dans ce lieu d'exception du Palais des Papes. Et encore, merci, merci, merci. Merci beaucoup, Franck. Merci, Luc. Merci à tous d'avoir partagé avec nous